Alors c'est marqué dans le Passouk, dans Haremot, un peu dans les lois comme ça du Beth Amikdash, du temple. Ve'al yavo bechol et el kodesh. Ouais. Ve'al yavo qui ne viennent pas bechol et à chaque instant el kodesh dans le sanctuaire, vers le sanctuaire, dans le sanctuaire. Donc on parle de quoi que on ne doit pas aller n'importe quand, n'importe comment ou trop souvent dans le Beth Amikdash, dans le temple à l'époque, ouais. Alors Rachid explique là-bas, les filles chez Gilou Shechinat Sham. Puisque le dévoilement de ma présence, dit Hachem, il est là-bas. Isaher Shelo Yargil Lavo. Il doit faire attention de ne pas prendre l'habitude d'aller. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quelqu'un il va prendre l'habitude d'aller au Beth Amikdash. Ouais. Et alors, c'est pas très grave, c'est bien, il faut aller à la synagogue, il faut aller au Beth Midrash. Ouais. Il dit, mais Shelo Yargil Lavo. Oui. Alors il dit, pourquoi? Parce que il dit Cheskel, aussi dans le Beth Amikdash aussi, quand vous viendrez, vous rentrerez d'un côté, vous sortirez de l'autre côté. Vous ne sortirez pas par la même porte. Alors il explique le Yabet, Pen Ishve Be'enav, les chars béto, de peur que ça va ressembler à ses yeux à la porte de sa maison. Vekirot Abayit les Kirotav. Et les poutres de sa maison aux poutres du Beth Amikdash. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne, même la chose la plus extraordinaire, comme le Beth Amikdash, et peut le détruire par une maladie malheureusement très très grave qui s'appelle l'habitude. Ça veut dire que dans le couple ça s'appelle la routine, dans le travail ça s'appelle la fatigue, ouais, qu'une personne elle perd la valeur d'une chose parce que malheureusement la poussière s'est déposée et l'habitude s'est installée. Donc on perd en fin de compte le côté effervescent de la chose, le côté excitant, le côté intéressant. Parce que c'est ça le problème. C'est que au fur et à mesure que la personne elle vit, alors elle cumule des années, ça peut s'appeler de l'expérience, mais ça peut s'appeler aussi qu'on perd la sensibilité. Parce que si on réfléchit bien, est-ce que ce que l'on vit, c'est ce que l'on vit, ou non, ce que l'on vit, c'est ce à quoi on est sensible. D'accord? Comme si Chas Shalom, un jour, de rencontrer ton conjoint, ça ne te fait plus rien. Aïe, tu vois, c'est pas normal. D'accord? Ton fils, il dit, je suis pas bien, tu dis, bah écoute, fais ce que tu peux. Ouais, ça veut dire que tu perds la sensibilité. Et c'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'encore une fois, de vivre, c'est d'être vivant? Voilà, ton cœur, il bat, ton cerveau, il marche, tu manges, tu vas aux toilettes, bon, t'es vivant. Ouais. Ou non, ce qui s'appelle la vie, c'est la sensibilité que tu as à la vie. C'est comme ils disent en français, ils disent j'ai besoin de me sentir vivant. C'est joli comme expression, ça peut se vendre dans un film d'aventure. Ouais. Mais l'idée c'est quoi? Écoute, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de vibration. Le travail, j'ai même pas envie d'y aller. D'accord, les études, ça me prend la tête. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant que d'un seul coup, la personne elle perd la vibration. Alors ce qui est marqué ici, même à propos du Beth Amikdash, ça peut arriver. D'accord? C'est que l'endroit le plus saint du monde, que tu as la chance de faire partie du peuple et de vivre à Yerushalayim et d'aller à l'endroit où la Shekhinah elle est présente, même ça, tu peux le pourrir entre guillemets avec l'habitude. Alors le pasuk qui t'a dit Ve'al yavo bechol et el kodesh, ne va pas tout le temps au Beth Amikdash. Essaye de garder le caractère magique, le caractère intéressant, le caractère attirant, parce que sinon c'est comme ça, c'est inévitable, c'est presque irréversible, c'est que la poussière se dépose. Et quand ça devient poussiéreux, même une belle tarte aux pommes, mais tu t'es débrouillé pour qu'elle reste fraîche, mais la poussière s'est déposée. Tu as envie de la mettre dans la bouche? Bon, c'est peut-être que tu l'as épousée. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce qui est marqué ici, qu'en fait tout ça, ça vient du Chet HaEgel, de la faute du veau d'or. Parce que c'est marqué que à Oel Aya Betocham ou Ma'asubo, le Oel, c'est-à-dire la tente d'assignation, l'endroit où Hachem y parlait avec Moshe Rabbeinu, elle était dans le camp. Ouais. Ou Ma'asubo, c'est le langage qui est grave, ils se sont dégoûtés d'elle. Alors il y a deux manières dans le dégoût. Il y a un dégoût actif, ça veut dire je ne peux plus le voir, et il y a un dégoût passif, le mépris.
tu passes à côté. D'accord? Tu vois pas le... C'est comme tu vas au cocktail. Oh, mais le gars, il habite en face. Il va sur le balcon, il y a le cocktail. Il truc, il va au cocktail. Il travaille, il passe devant le cocktail. Ouais, ça y est, c'est le cocktail. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ouais. Alors que l'autre, il vient du Venezuela, il dégoille et il tremble comme un fou et il marche à reculons, il s'évanouit de sainteté. Toi, tu dis, qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il est tellement excité? Ouais, parce qu'il a une sensibilité que tu n'as pas. C'est pas normal. Ouais. Ce qui est marqué ici. Il dit qu'en fait, pourquoi? Quand ils ont fait le Hegel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voyons, ouais, Aselanou Elohim, fais-nous un Dieu. Tu dis, mais c'est quand même bizarre. Ils viennent de sortir d'Égypte, d'accord? Ils ont eu les 10 plaies, donc des centaines de miracles. Ils ont eu l'ouverture de la mer Rouge. Bon, ils ont eu la manne. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Aaron, fais-nous un Dieu. Non, mais on peut te faire peut-être un frigo si tu veux. Mais un Dieu, t'en as un déjà là. S'il vient de te sortir d'Égypte, comment c'est possible de basculer à ce point-là? Ouais, comme les gens, ils ont le bonheur à la maison, ils le cherchent ailleurs. Je dis, mais t'es bizarre, toi. Comme les enfants, tu les éduques pendant 20 ans, ils ont un copain pendant 2 semaines, paf, ils remettent en cause la relation avec leurs parents. Je comprends pas, mais nous, on est là depuis le début. L'autre, il vient d'arriver. Ouais. Ou alors, tu trompes tes parents avec ton téléphone. Ouais. C'est-à-dire que comme ça, tu te dis, mais alors, tout ce qu'on investit, ça sert à rien. Puisque l'autre, en 5 minutes, c'est-à-dire qu'à la limite, il vaudrait mieux être le meilleur copain que le parent. Ça marche mieux. Ou la meilleure copine. Qu'est-ce qui s'est passé que... Pourquoi est-ce que le nouveau, c'est plus attirant que l'ancien? C'est comme ça. J'arrive pas à boire et parler en même temps. Bon, ça vous laisse du temps pour réfléchir aussi. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il a compris que si les béné Israël, ils ont demandé un Dieu, ça veut dire que Dieu, dans le camp, il les intéressait pas. Il les intéressait plus. Ouais. C'est pour ça que juste après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Ohel Moed, il l'a sorti du camp. Il l'a mis en dehors. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ve'aya kol mevakesh Hashem yetse el Ohel Moed. Ouais. Et tout celui qui recherchera Hashem, il sortira vers le Ohel Moed, vers la tente d'assignation. Ici, en réalité, tout est marqué dans ce passage. Moi, je vais faire un cours quand même, mais en réalité, tout est déjà marqué. Parce que quand c'est marqué kol mevakesh Hashem yetse, parce que toute la force et on a dit la pétillance, mais c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais moi je m'en fous, je l'utilise. Ouais, toute la pétillance, l'effervescence de la chose, la nouveauté, ouais, ça vient du fait que tu es un mevakesh. Tu en demandes, tu es un demandeur. Ouais. Comme dans le mariage, il faut continuer à draguer après le mariage. Bon, son conjoint, bien sûr, d'accord? Alors les gens, non, dès qu'ils attrapent le poisson, ils arrêtent de le nourrir. Mais non, il faut entretenir. C'est pareil, dans ton travail, il faut que tu aies du renouveau. Dans ta prière, il faut que tu aies une bonne raison de prier. En vérité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre du chidouche. Il faut mettre du chidouche. Il dit ça s'appelle, et ça, cette dimension-là, s'appelle Mevakesh Hashem. C'est que tu es en demande. Tu es un demandeur. Tu as une recherche, tu as une réflexion, tu as une volonté, tu as un projet. S'il n'y a plus de projet, moi je vois des gens, même des gens qui étudient. En mode chétri, je suis pas bien, à quoi ça sert tout ça? Je dis, mais est-ce que tu écris les cours? Est-ce que tu veux finir quelque chose? Est-ce que tu t'es fixé un objectif? Est-ce que tu veux être Dayan ou finir la Gemara ou tu... Non, bah j'y vais, j'étudie. Tu n'as pas de projet, Baba. Quand il n'y a pas de projet, il n'y a pas de résultat. Quand il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de satisfaction. Quand il n'y a pas de satisfaction, le Satan, il commence à tourner dans la tête. Et c'est pareil dans ton cours. Tu dis, allez, cette année, on va travailler sur la communication. Allez, B'ezrat Hashem, on règle le problème de la confiance. Allez, viens, on avance. Il n'y a plus de gros mots entre nous. On a des objectifs. Les gens, ils n'ont rien. Ils vivent, ils rentrent, ils sortent, ils mangent, ils font des enfants. Après, au bout d'un moment, voilà. Ils veulent de l'excitant, alors, ils vont chercher ailleurs. Mais c'est ici qu'il faut investir. C'est pas dehors. Ouais. Il dit ça vient de quoi? Pourquoi tu te dégoûtes de ce qui est proche de toi, ouais, et tu t'intéresses à ce qui est loin? Alors que tout le monde sait que le bonheur est dans le pré. Dans ce qui est prêt. Voilà. Surtout quand la femme s'appelle Marguerite. D'ailleurs, la première fois qu'il l'a vu, il a dit « Oh la vache !» C'est une façon de parler. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'herbe est plus verte ailleurs? Pourquoi on pense que l'autre, il est plus heureux, si j'avais sa maison, je serais mieux, que si on déménageait, ça réglerait tous nos problèmes? Ouais. Pourquoi? Ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est que le Yetzer Hara,
On a dit la Emouna, c'est d'accepter qu'Hachem t'a donné ces outils-là, ces ustensiles, cette réalité. Donc le Yetzirah, c'est quoi? C'est de rejeter la réalité qu'on a. Jusqu'à ce qu'on la perde. Quand on la perd d'un seul coup, on devient nostalgique. On devient des regrets. Ah, si j'avais su, si j'avais pu, mais j'étais bête, j'avais le bonheur à côté, j'étais là, mes parents, j'ai pas profité d'eux. Mais ils étaient vivants. Vous savez qu'avant de mourir, les gens sont vivants. C'est un truc très, très systématique. D'accord? C'est pareil, les enfants, avant de partir, ils grandissent chez toi. Après, tu dis non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, ça me saoule. Et puis là, ils m'ont déçu, ils m'ont écœuré. Après, il est parti. Elle s'est mariée. Après, pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi tu m'appelles pas? Ils sont là. Ils sont là. Fais ton travail, va dans la chambre. Ça va, ma chérie? Comment c'était ta journée? Truc. Ah, t'es mignonne, c'est sympathique. Je suis content de te voir, je t'adore. Tu sais combien papa il t'aime. Fais-le. Non, on n'a pas la tête, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on s'est occupé, on est occupé. Après, l'Oraneno, ils peuvent t'amener des problèmes. Et toi, tu comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, tu fais le chemin à l'envers. Ah, il faut se réconcilier, il faut recréer les liens, il faut le convaincre, il faut les rassurer sur ton amour. Mais pourquoi tu le fais a posteriori? Fais-le a priori. Je crois pas, t'attends que la fleur, elle tombe pour l'arroser, toi. Mais une fleur, quand tu l'arroses alors qu'elle est tombée, elle pourrit. Mais quand tu l'arroses, quand elle est en bonne santé, elle grandit. Donc, il faut juste savoir quand est-ce qu'il faut arroser. Je sais que ça a l'air débile, mais je... D'accord? Ben, c'est exactement pareil ici. C'est marqué Ve'aya kol mevakesh Hashem yetse Elohel Moed. Celui qui cherche Hashem, il ira. Ouais, c'est pour ça que les yeshivot, normalement, elles sont en dehors de la ville. C'est pour ça qu'elles sont en haut d'une montée. C'est pour ça qu'il faut faire un effort pour y aller. Exprès, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce que tu vas apprendre, c'est sûr, c'est la yeshiva. D'accord? Ce que tu vas prier, c'est sûr, c'est la synagogue. Mais l'effort que tu fournis pour y aller, alors c'est ça qui va donner le goût de ce que tu vas apprendre. Comme si tu n'as pas envie d'aller au travail. Mais c'est un grand potentiel, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu n'as pas envie d'y aller. Comme tu n'as pas envie d'y aller, tu te traînes. Après, quand tu prends ton téléphone, les clients, ils voient que tu es fatigué. Après, le fournisseur, il sait que tu t'en fiches, donc il va tarder à livrer. Après, tu dis, mais c'est quoi ce balagan? Mais au fond, tu veux pas. Au fond, ça ne t'intéresse pas. Une fois, j'ai eu comme ça une histoire avec des parents qui avaient monté un business pour leurs enfants, pour leurs enfants. Ils étaient là en train de se bagarrer. Mais vous savez combien ça nous coûte? On est obligé de renflouer tous les mois parce qu'il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de truc. Moi, j'ai une seule question. Je dis, mademoiselle, madame, le business que vos parents et vous, c'est ça que vous vouliez faire? Ah, pas du tout. En fait, la maman, elle avait créé la société qu'elle n'avait pas pu créer pour elle. Elle a créé pour l'autre. Et Jean a dit, je vais suivre de loin. En fait, elle s'est fait son caprice de jeune fille. Mais l'autre, c'était pas du tout sa formation et c'était pas du tout sa volonté. Donc, quand tu vas entrer dans les pieds, comment veux-tu que ça donne des résultats puisqu'il manque le principal, il manque la motivation. D'accord? L'autre, il a fait pharmacie pour faire plaisir à sa mère. En vérité, il voulait faire pâtisserie. Tu peux pas être pâtissier quand tu as un père chirurgien et une maman gynécologue. Au moins pharmacien. Ça veut dire épicier. Ouais. Il dit non. Alors non, elle ne voulait pas. Ça ne l'intéressait pas. Maintenant, il s'est forcé, il s'est truqué. Il y va avec la ramba, il s'étouffe. Après, tu lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas des résultats. Pourquoi tu ne te lèves pas le matin? Pourquoi? Après, il a l'officine, mais il y va entraînant, truqué. Mais il ne veut pas. Tu n'as pas compris qu'il ne veut pas. C'est bizarre. C'est pour ça que toujours je dis, est-ce que l'éducation, c'est un problème d'ambition ou c'est un problème d'adaptation? D'accord? Après, tu dis, oui, mais j'ai peur d'être déçu. Mais tu n'as pas à être déçu puisque c'est la vie de l'autre. La vie de l'autre, tu dois la respecter. Tu ne dois pas l'exiger. Si tu es dans une logique de déception, c'est parce que tu es dans une logique d'exigence. C'est l'exigence qui gère la déception. Maintenant que tu es exigeant sur toi, c'est normal, ça s'appelle le travail des midotes. Mais que tu es exigeant sur l'autre, c'est presque de la manipulation. Hein. Pour pas dire de l'objectivation. Objectivation, c'est-à-dire tu rends l'autre un objet. Ouais, tu rends l'autre un objet parce que tu penses que c'est pour son bien. Mais premièrement, il n'est pas spécialement débile. En plus, il a 28 ans, d'accord? Donc ça commence à devenir un petit peu gênant, cette surprotection qui devient carrément de la télécommande. Ouais. Et après, c'est aussi le fait que de toute façon, lui, il ne va pas apprécier ce qu'il fait, et toi, tu vas être déçu, puisque de toute façon, tu vas pas avoir le résultat que tu aurais voulu, c'est-à-dire qu'il soit épanoui dans ce choix. Et c'est normal, puisqu'il n'est pas le sien.
pour ça que je vous dis toujours que réussir, c'est prendre le risque de rater. Mais les gens, ils ne veulent pas prendre le risque de rater. Ils veulent réussir. Ils ne veulent pas prendre le risque. Mais comme ils ne prennent pas le risque, donc il n'y a pas de valeur à ce qu'ils font, puisque de toute façon, ils n'ont pas pris de risque. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements sans risque. Le livret A, il rapporte juste une exclamation au bout d'un an. A. Quand tu vois les bénéfices. Ouais. Alors que les placements à risque, ils rapportent de l'argent. Tu vois, mais des fois, on peut non seulement que l'intérêt n'est pas garanti, mais même le capital n'est pas garanti. Mais toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est pas garanti. Tu te maries, c'est pas garanti que tu vas réussir. Tu fais des enfants, c'est pas garanti que ça va bien se passer. Tu crées un business, c'est pas garanti. Il n'y a pas de garantie, en fait. Les gens, ils s'énervent parce qu'il y a pas de... Ils n'atteignent pas. Mais il n'y a pas de garantie. Une fois, il y en a un comme ça, il a fait un transfert. Il voulait devenir Benchetrit. Bon. Il est venu chez moi, il m'a dit, ah voilà, j'ai créé 2 ou 3 conférences, je voudrais les faire. Je dis, vas-y, mais il me l'a montré, je dis, ouais, bon, pourquoi pas. C'était un autre style, mais pourquoi pas. Après, il m'a dit, comment vous avez fait? Je dis, bah, je sais pas, moi j'ai jamais rien fait, mais disons, si tu veux, bah, tu appelles les communautés, tu leur dis que tu veux faire une conférence et tout. Oui, il a essayé un petit peu, et au bout d'un an, il m'appelle en nerf. Genre, ouais, je comprends pas, ça marche pas, personne ne m'appelle, vous allez partout. Je dis, mais moi je t'ai dit depuis le départ que j'ai jamais demandé. Moi j'étais bien à l'Eshiva, j'étais bien au collège, j'ai pas demandé moi. Bon, c'est les gens qui m'ont dit, viens là, viens parler. Le Rav il m'a envoyé d'abord, après les gens. Mais moi je voulais pas. Je fais, toi c'était le contraire, toi tu veux. Mais après, vu que ça se passe quand même à 2, puisque les autres il faut qu'ils soient demandeurs aussi. Ouais. Après c'est leur problème. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'engueules à moi parce que t'as pas de succès. Comment ça se fait que ça marche pas? Mais c'est pas des bouteilles en plastique, papa. Ça s'appelle le Zikouya Rabim. Le Zikouya Rabim, c'est le Rabim. Maintenant, le Srout du Rabim. Moi, je fais ça. Mais peut-être demain, ça ne marchera plus. Une fois, il y a un Rav, il m'a dit, ça va, tu es encore à la mode? Je lui ai dit, bah, je fais évoluer le produit. Je m'adapte à l'évolution du client. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est bien, demain, c'est plus bien. Voilà, de toute façon, il raconte toujours les mêmes blagues. Les cours, il les reprend depuis 94. Peut-être les gens ils vont se fatiguer un jour. Et à ce moment-là, j'ouvrirai une pizza. Mais pour l'instant, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu n'es pas propriétaire de l'autre. Donc si tu n'es pas propriétaire de l'autre, tu ne peux pas non plus être déçu de l'autre. Parce que si tu es déçu, c'est que tu penses que l'autre est une étagère et que tu vas ranger les produits comme tu l'entends. Alors quand tu viens, tu dis, mais qui c'est qui a chamboulé l'étagère? Mais l'étagère est vivante. Elle a un point de vue, elle a des choix. Et toi, tu t'énerves. Tu dis, non, c'est pas normal, t'es une étagère, t'es une potiche, t'es un vase. Quelle est ta position? Là où on t'a mis. Eh ben, c'est exactement pareil avec Hachem. Où il est Hachem? Où il est Hachem dans ta vie? Un refuge psychologique, une référence spirituelle, une présence cosmique dans l'univers. Ouais. C'est quoi? Une ambiance, du folklore, la mimouna. Ouais. C'est quoi? Tu dois décider. Les gens disent, bah écoutez, ça n'a pas de sens, c'est pas le genre de question qu'on se pose quand on est croyant, fils de croyant. Fais attention. Parce que la réalité, elle va être là où tu l'as mise. Vous me suivez ou non? Ton mari va être là où tu l'as mis. Tes enfants. Toute la vie, c'est comme ça. On ne vient pas dire. Tu ne vas pas dire, il est moche. Bah, c'est toi qui l'as regardé comme ça. Par contre, la secrétaire, elle l'a trouvé magnifique. Parce que c'est elle a vu sa beauté intérieure. Tu dis, mais c'est horrible ce que vous dites. Non, c'est un seul défaut, c'est que c'est vrai. D'accord? Bah, c'est exactement pareil. Que toi, en réalité, tu vas décider si la chose, elle est belle, et si la chose, elle est intéressante, et si la chose, elle est enrichissante, et si la chose, elle est attirante. C'est toi qui décides. Parce qu'encore une fois, ça s'appelle Mevakesh Hashem. Ça veut dire que c'est une posture mentale, intellectuelle, émotionnelle, qui fait que tu perçois la réalité d'une certaine manière. Parce que, comme je vous l'ai dit aussi 1 million de fois, c'est que les sujets passionnants ne sont pas des sujets passionnants. Ce sont des sujets qui sont vécus avec passion. Maintenant, quand tu enlèves la passion, même le sujet est passionnant, mais il ne te passionne pas parce que tu ne te passionnes pas. Donc ça tourne en rond. Donc l'autre, il te dit, passionne-moi. Comme le DRH, il dit, écoutez, mais vendez-vous. Allez-y.
Prouvez-moi que j'ai raison de mettre 10 000 euros par mois dans votre salaire. Le gars il dit écoutez, je suis très timide, je préfère qu'elle se fasse en catimini. Mais quel catimini? Je ne vais pas te payer en catimini, je vais te payer en euros. Donc montre-moi que j'ai raison d'investir. Ah si Dieu veut, ça se fera. Avec le temps, blinédaire, avant de rentrer à la retraite, j'aurais fait mes preuves. Tu dis mais il est fou celui-là ou quoi? C'est normal. Donc maintenant, quand moi, je suis intéressé à t'entendre et que toi, tu es intéressé à parler, il va se passer quelque chose. Exactement pareil. Mais, encore une fois, il y a un inévitable. C'est le temps et la répétition. Vous voulez que je répète ce que j'ai dit là? Non, je voulais savoir si vous vouliez un autre café. Ah non, je peux pas. Alors là, je pourrais offrir mon sort à Nescafé après. On a appuyé là ou non? Moi j'ai appuyé. Ah, ça va. Donc, c'est pour ça que on trouve des notions dans les Chachamim très spéciales. Par exemple, c'est marqué dans Michelet Oka raglecha mi bedreacha pen isavacha vesanecha. Il a dit rends rare ton pied de la maison de ton ami, de peur que tu vas te rassasier et que tu vas le haïr. Ah ouais. Ça, vous les filles, vous comprenez ça? Ouais. Vous avez une copine, c'est une nouvelle copine. Allez, super, allez bien. Oh, on rigole ensemble, on sort ensemble, on va chez le coiffeur, un truc. On fait des courses, on se confie, on raconte la vie. Après, hop, on voit un défaut, il monte en épingle. Ah, je suis très déçu, elle ne répond pas à mes textos, mais qu'elle crève, qu'elle meurt, elle et sa race. Je ne comprends pas. Mais c'est pas possible. Vous étiez folles d'amour les deux, et d'un seul coup, tu ne peux plus la voir. Tu es atteint de cécité. Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, c'est ça, tu l'as trop vu. Trop. Ouais, trop. J'arrive. Donc maintenant, comment on peut arriver? Ouais, Isavacha, ça veut dire sauvéa. Sauvéa, c'est rassasier. Genre, t'es rassasié. Comme si il faut laisser un petit goût. Un petit goût d'inconnu, un petit goût de... Ouais, comme les gens qui veulent tout savoir, tout savoir, tout savoir. Ça, c'est une très grave maladie dans les Khatan Kala. Il faut absolument les soigner de cette maladie. C'est que le mec, il veut tout savoir du passé de sa fiancée. Mais toi aussi, tu as un passé. Elle aussi, elle a un passé. Après, tu dis, oui, maintenant que tu m'as dit ça, je suis dégoûté. Mais pourquoi tu as demandé? C'est vrai, non? Tu veux savoir combien de garçons, qu'est-ce qui s'est passé, jusqu'où ça a été. Pourquoi tu vas pas aux toilettes, toi aussi? Je t'ai demandé ce qui se passe aux toilettes, moi. Quelle couleur? Mais c'est dégueulasse. Alors toi aussi, ne te mêle pas. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de parler. Puisque moi, de toute façon, je suis là devant toi, et je suis sérieuse, et j'ai fait tchouva. C'est fini, c'est une autre histoire, c'est une autre personne. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux me ramener mon passé au présent? Sous prétexte que c'est une curiosité objective, parce que j'ai besoin de savoir. Ben, va te soigner. Parce que le savoir, il n'est acceptable que s'il est assumé. Mais si tu ne vas pas assumer, ne demande pas. Les gens, ils demandent, et après, ils sont embêtés. Écoutez, voilà, 2 mois du mariage, j'ai appris des choses horribles, je ne sais pas si j'annule tout ou je continue. Je dis, écoute, marie-toi avec toi-même, tu ne seras pas déçu. Tu prends après une personne de paille comme ça pour leur repas. Donc, il faut laisser pareil. Les gens, ils s'énervent. Voilà. Les gens, ils s'énervent. Les gens, ils se choquent. Les gens, ils s'excitent. Mais sur la base de quoi? Parce que c'est toi qui l'as créé. Et bien, c'est exactement pareil. Il y a une logique que quand tu apprécies quelque chose, vas-y doucement. Ouais. Pourquoi? Pour donner la valeur. Même si cette chose-là, intrinsèquement, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Par exemple, la manne. C'est un truc très bizarre. Ouais, c'est marqué dans le pasouk. Venafshinu ketsa belechem. Et notre âme, notre être, il est dégoûté de ce pain-là. Maintenant, il faut comprendre. La manne, ils étaient dans le désert. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà visité le désert. Il n'y a que des cailloux à sucer. Il n'y a rien. Ouais. Il leur tombe tous les jours un truc. Devant la maison ou à distance, selon le degré des mounas. Ça a le goût que tu veux. Tu peux le cuisiner, tu peux le manger tel quel. Il n'y a aucun problème de digestion, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te dégoûtes. Bizarre, non? Alors, il y a une logique aussi du fait de la facilité. C'est-à-dire que quand tu t'es battu pour gagner ton argent, tu ne vas pas le gaspiller de la même manière que si tu l'as reçu gratuit ou si tu l'as volé. C'est comme ça. Souvent, les enfants n'apprécient pas ce qu'on leur donne parce qu'ils croient que c'est normal. Mais si tu lui dis, écoute mon fils,
tu veux un blouson. Ben, j'ai un copain qui est en entrepôt, tu travailles 1 mois. 1 mois, tu te payes le blouson. Attends, je veux pas. Je veux le blouson, je veux pas travailler. Tu lui payes le blouson. Un beau blouson, 1800 euros. Ah, il dit, je l'ai oublié dans le métro. Pourquoi il l'a oublié? C'est pourquoi? Parce que c'est rien, il a demandé un blouson, il a eu un blouson. Mais s'il a crevé 1 mois à tirer des caisses dans l'entrepôt, quand son blouson, il va se rappeler qu'il l'a laissé sur la banquette. Même pas, il va même pas le poser, il va le garder sur lui. C'est normal, une deuxième peau. C'est normal, il a sué pour ce blouson. Donc en vérité, c'est quoi? C'est que la valeur des choses, c'est toi qui la donnes. Ben c'est pareil maintenant. Tu te bats pour ton couple. Automatiquement, tu apprécies ton couple. Mais tu ne te bats pas pour ton couple. Mais à la fin, mais ça t'écœure. Alors toi, tu crois que ça t'écœure parce que l'autre, il a des comportements bizarres. Mais non! Parce que l'autre qui te renvoie simplement que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. C'est évident. C'est comme tu rentres sur la maison, elle est dérangée. Eh ben range-la. Ouais, elle est dérangée. C'est quoi? Mais range! Vas-y! Allez, lève, bouge-toi. Non, c'est pas à moi de le faire. Ah, maintenant, tu es en train d'intellectualiser ta flemme. Quand il a un problème d'ego, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se bagarrer avec l'autre. Et c'est un problème d'ego, ça. C'est juste un petit problème d'orgueil et un problème de rancune. Ben va gérer, va faire le ménage, va aux toilettes, prends une bonne douche et passe à autre chose. Je dis, oh, jamais. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas transférer, tu vas créer une cathédrale de la déception. Mais tu n'as pas compris. C'est pas seulement que tu vas te créer un faux problème dans lequel tu vas investir une énergie énorme. C'est qu'en plus de ça, entre-temps, tu n'as pas réglé ton problème. Parce que l'ego, il est resté le même. Donc tu vas juste changer de cible. Mais tu n'as pas réglé le problème. Il dit, c'est pareil ici. Il dit, si toi, tu vois que tu n'apprécies pas la manne, tu ne dois pas te demander est-ce qu'il y a autre chose que la manne. Tu dois te demander comment ça se fait que je ne vois pas le bien qu'il y a là-dedans. Et c'est ça tout le principe de Hakaratatov. Les gens, ils croient que Hakaratatov, reconnaître le bien, c'est dire merci. Non. La reconnaître le bien, c'est qu'en reconnaissant le bien, tu ouvres les tuyaux de générosité pour recevoir le bien. Vous me suivez ou non? Donc en fait, c'est pas sur ce qui s'est passé, c'est sur ce qui va venir. Quand tu dis merci à la réalité, quand tu dis merci à Hachem, c'est parce que ça ouvre les portes pour que tu puisses recevoir la bracha. Mais quand tu dis, ouais, c'est moche, c'est pas normal, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais, le bon Dieu dit, mais ce que je te donne, ça te plaît pas, j'arrête de te le donner. Et maintenant que tu es passé du 400 mètres carrés habitable au studio derrière les poubelles, tu dis, j'avais une maison de folie. Mais pourquoi tu n'as pas dit merci quand tu avais le bien? Donc en fait, c'est un tsinor, c'est un tuyau, il existe, il est là. Il s'appelle la bracha, il s'appelle le bonheur, il s'appelle la joie. Mais pour que ce tuyau, il déverse son contenu, il faut que tu dises merci. Tu dis, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de critiquer, j'ai besoin de voir le négatif, c'est comme tu veux. Donc, tu vas remettre une serrure sur la serrure. Et tu vas fermer, tu vas casser la clé et tu vas la jeter à la mer. Après, tu dis, comment ça se fait que la bracha, elle n'est pas là? Comment elle va venir? Tu as bouché le tuyau. Il dit, cette logique-là, donc vous avez compris, que malheureusement, il y a une serrure qui va se mettre en place de manière inconsciente, de manière involontaire. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a deux manières. Il y a quelque chose qui est dynamique, d'avoir la haine de quelque chose ou de quelqu'un, et il y a quelque chose de passif, ça s'appelle le mépris. C'est-à-dire, tu arrêtes comme un meuble que tu ne vois pas, tu ne le regardes pas. Ouais, pareil, c'est un jeu de contraste. Tu es tellement occupé avec le deuxième qui a un caractère pourri que tu ne vois pas le troisième. Parce qu'il ne te pose pas de problème, alors il fait ce qu'il va, il va au devoir, il va tout. Après un jour, il dit, papa, je veux mourir. Tu dis, mais comment ça se fait? Mais tu ne le nourris pas, parce que tu es occupé avec l'autre. Mais l'autre, c'est un fouteur de pagaille. Toutes les écoles feuges, tous les trucs, les psychologues, les trucs, les hyperactifs, Ventoline, Bertoline, Retaline. Ouais. Et l'autre, l'absence, la vapeur, une ombre. Mais tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin de tendresse. Donc si toi, tu n'es pas capable de compartimenter et de donner à chacun ce qu'il a besoin, comme tu coupes le gâteau, on est 6, hop, tu coupes 6 parts. Tu dis on est 6, tu coupes 5 parts. Il dit rien, il supporte. En plus, il fait une plus grosse part à celui-là, à l'autre. Le laxatif. Parce que c'est souvent les laxatifs qu'on écoute le plus. Les autres qui disent rien, on leur met sur la tête. Parce que de toute façon, ils supportent. Ouais. Non.
Il faut ça. Mais c'est venu de quoi? C'est venu que tu as pris l'habitude qu'il n'a pas de grands besoins. Tu as pris l'habitude qu'il ne demande rien. Tu as pris l'habitude qu'il est effacé. Tu as pris l'habitude que ça fonctionne tout seul. Tu as pris l'habitude. Et bien cette habitude-là, elle est dangereuse. C'est comme si tu as quelqu'un qui est souriant tous les jours. Mais il faut dire merci. Il ne faut pas dire bah, c'est normal. Après le jour, il fait la tête. Oh, pourquoi tu fais la gueule? Bah, parce que quand il souriait, tu n'as rien dit. Tu n'as pas remarqué. Parce que c'est normal pour toi. Mais il n'y a rien de normal dans la vie. T'as qu'à voir quand il y a une inondation, c'est là que tu vois les dégâts. Tu dis, oh là là, mais c'est grave. Donc si tu as une belle maison, tu dois apprécier la belle maison. Tu n'attends pas qu'il y ait une inondation pour apprécier la belle maison. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que la logique discontinue de déversement de la couche de mépris sur ta réalité, ouais, si tu n'es pas en lutte pour l'éviter, fais attention parce que ça bouche les canaux. Ça bouche les canaux. Comme les porcs, elles ont besoin d'être aérées. Les porcs, c'est un système. D'accord? C'est que le corps, il vit. Il respire, il expulse. On va mettre du plastique partout. Après, tu dis, c'est marrant, je commence à sentir mauvais. Ben, c'est normal. Le corps, il a besoin d'évacuer. C'est logique. Il faut de la sueur, il y a de l'eau qui rentre, il y a de l'eau qui sort. C'est normal. Mais de la même manière, ton système, il est vivant. Si tu l'étouffes, tu perds le caractère. Même dans l'étude de la Torah, c'est comme ça. C'est marqué dans Pirkei Avot, Ave shoté betsama et divrem. Faut boire, tu dois boire avec soif leurs paroles. Ouais. Qui est ilou lo shamartem meolam. Comme si tu les as jamais entendus de toujours, de ta vie. Ouais. Moi, je vois des gens, ils me disent, c'est quoi le thème? Je dis, mais le thème, c'est Ben Chetrit, t'as pas compris encore? Je dis, mais j'ai déjà écouté le cours. Je dis, moi aussi, je l'ai écouté, pourtant j'assiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, le cours, c'est juste un prétexte pour avoir une communion de bonne volonté, d'enseigner et d'écouter. Et dans cette communion de bonne volonté qui vient aujourd'hui, elle n'est pas la même communion de volonté qu'il y avait il y a 10 ans. La preuve, c'est qu'entre-temps, tu as évolué. Et c'est ça qu'on fait toute notre vie. On fait que ça. On fait que de la communion de bonne volonté. Maintenant, tu es en communion de bonne volonté avec le texte, parce que tu relis le texte que tu connais déjà. On est en communion de bonne volonté avec notre conjoint, parce qu'on essaye d'améliorer l'intimité, par exemple, ouais, de trouver des nouvelles vacances, de faire un cadeau qui fait plaisir. Pourquoi tu as besoin de ça? De toute façon, c'est un bien acquis, ça. C'est normal, tu as besoin, toi, de truquer. Non. Même les maisons, tu les entretiens. Même les logiciels. Même ton téléphone, tu fais une mise à jour. Tu ne fais pas une mise à jour de ton couple. C'est logique. Ouais. Alors si tu penses que ce n'est pas nécessaire, ce qui est marqué ici. Pourquoi? Pas parce que la Torah elle est moins intéressante, parce que les rabbins ils sont nuls. Non, parce que tu n'as pas soif. Parce que le problème c'est ça. C'est que quand on démarre dans n'importe quel domaine, que tu démarres un nouveau business, ou que tu démarres une nouvelle étude, ou que tu démarres la teshuva, au début tu es excité. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Donc tu es ce qu'on appelle spontané. Mais après, tu es connaisseur, tu as appris, tu sais, tu t'es installé dans ton expérience de travail. Tu as gagné l'expérience. Mais tu as perdu la spontanéité. C'est pour ça d'ailleurs que les vendeurs qui sont fatigués du combat de la vente, ils deviennent formateurs en force de vente. J'ai jamais compris ce truc débile. Ah oui, parce que la vente, c'est une spontanéité. D'accord? Si toi, tu n'as plus le chlou, le bagou, je ne sais pas comment ils appellent ça là. Ouais. Tu n'as plus. Donc, qu'est-ce que tu vas former quoi? Tu leur donnes envie de ne pas être motivé comme toi, alors tu leur fais des règles, découvrez quel est le besoin de votre client, soyez clair dans votre argumentaire, mettez-le en situation de confiance. Mais si tu mets des phrases, oui, mais lui, il voit des phrases. Après, il arrive devant le client, il bégaye, il fait sur lui, tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il manque le principal. Parce que ces gars-là, ils n'avaient rien, mais ils avaient une pêche. Ils se tapaient les HLM un par un, ils vendaient un aspirateur par étage. Et quand le mec il avait déjà un aspirateur, il lui vendait un frigo, bien qu'ils n'avaient pas le frigo. C'était des vendeurs. Toi, tu n'es pas un vendeur, tu es un vendu. Pas un vendu. Un invendu. Ouais. Après, tu dis, ça marche pas, je comprends pas, j'ai fait une école de commerce, j'arrive même pas à signer un contrat. Et l'autre, il a rien du tout, il prend son téléphone, il déchire. Pourquoi? Il dit, papa, j'ai un loyer à payer. Et j'aime mon produit, je vais rendre service au client. Il va gagner de l'argent, celui-là. Ben, c'est exactement pareil. Ça s'appelle que tu dois boire avec soif.
Et ça, c'est très très dangereux. Pourquoi? Moi, je le vois quand je vois des gens qui me disent ah, mais Chétrit, les cours, là, c'est extraordinaire. Oh, ça va changer ma vie et tout. Alors, ils me demandent une dédicace dans le livre. Bon, moi, je peux pas signer Mike Brandt. Parce que... Alors, je marque que Dieu vous aide à conserver votre soif. Parce que le jour où tu n'as plus soif, le livre, il peut être le meilleur du monde. Mais tu n'as pas envie de le lire. Le plat, il peut être le meilleur du monde, mais tu n'as pas faim. La vie, elle peut être extraordinaire, mais tu te sens mal. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir le bonheur si tu n'as pas la soif du bonheur? Tu sais, en fait, c'est des gens qui ont tout pour être heureux et Ils sont pas heureux. ils sont pas heureux, ils ont une bonne maison, des beaux enfants. Tout. Mais souvent, c'est ça. Hein. Tout, et tu te dis, mais il est où le problème, quoi? Mais c'est ça l'Yetzera. L'Yetzera, c'est que les gens qui ont le pire, ils cherchent le meilleur. Et les gens qui ont le meilleur, ils cherchent le pire. Jusqu'à ce qu'on leur enlève le meilleur et qu'ils se rendent compte que le pire, c'était d'avoir recherché le pire. Oui, je sais, c'est compliqué. C'est ça, c'est les Yetzera. Ça rentre dans leur éducation d'adulte, en fait. Yes. Ça aussi, mais ça change rien. Ça, c'est un contexte. Mais si on enlève le texte, il reste quoi? D'accord? Qui n'est pas capable de dire merci à quelque chose de bien, c'est qu'il y a une base qui n'est pas faite à la base. Oui, mais même ça, il peut le changer. Lui aussi. Il n'est pas obligé d'être le fruit du conditionnement. Des fois, on peut faire le contraire, justement, de l'éducation qu'on a reçue, parce qu'on a compris que c'était pas bien, la preuve, on a subi. Ou le contraire, on dit, bah, je suis le modèle. Comme ça, ils disent les psychologues. C'est de l'élevage. Les veaux, bah, c'est des veaux. D'ailleurs, même sa voiture, elle vaut ce que la personne qui est dedans. C'est une veau, le veau. D'accord. Donc, si c'est ça, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est réussir à conserver sa soif. Et on ne pense pas à ça. Ouais. Maintenant, comment on fait pour conserver la soif? C'est ça qui est intéressant. Parce que là, on a parlé du problème, mais il faut l'antivirus. Il dit la logique, surtout qu'il y a beaucoup de répétitions dans la vie. D'accord? Par exemple, la Hamida, c'est toujours la même, toute la semaine. D'accord? Le Kriyat Shema, 2 fois par jour, c'est le même texte. Tu le fais depuis que tu es petit. Et on te dit, concentre-toi, et prends sur toi, et vis-le comme un texte nouveau. Tu dis, je peux pas, je le connais par cœur, en dormant, en rangeant la bibliothèque, en faisant des fouilles archéologiques. Chacun, il a... Une fois, j'étais dans une synagogue, j'ai vu un gars, au moment du Kriyat Shema, il prend un prospectus de Torah, là, et il lit le Dvar Torah en faisant le schéma. J'ai dit, mais ça sert à rien. Ni il fait l'étude de la Torah, ni il fait le schéma. Parce que tout le travail du schéma, c'est un travail d'autoconviction. Que tu vas essayer de te convaincre de ce qui est marqué. Mais si tu fais autre chose en même temps, tu perds. C'est bizarre que quelqu'un qui étudie, il n'a pas compris ça. Alors celui qui étudie pas, c'est bizarre, non? C'est pour ça que des fois, tu vois des phénomènes. Je me rappelle une fois, j'étais dans une bar mitzvah comme ça, et il y avait des gens très très éloignés, et il y avait un monsieur, un chabad ou je sais pas quoi, qui leur a mis les téfilines. Et j'entends le gars à côté qui parle, donc 2 gars vraiment qui vivent dans les arbres, des perchés, quoi. Et puis, donc ils n'avaient même pas de kippa, derrière l'autre il a prêté une kippa, après les téfilines, il leur a mis les téfilines, après il est parti. Et le gars il dit à son copain, oh là là, ça m'a fait, on dirait que j'ai fait un footing de 10 km. Alors moi je me suis dit dans ma tête, j'ai dit, moi je les mets tous les matins, ça ne me fait pas cet effet. L'autre qui les met une fois tous les 22 ans, c'est-à-dire il a dû le mettre genre à sa bar mitzvah et encore, ouais, et ça lui fait un effet de... C'est bizarre, non? Alors je te dis pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'effet pervers de l'habitude. Une fois, un ami à moi, un rave, enfin un collègue, enfin un concurrent, il m'a dit un truc incroyable. Oh, je rigole, c'est beaucoup plus grave. Il m'a dit, tu vois ce qui est bien avec les enfants qui n'ont pas fait l'école juive, c'est qu'ils ne sont pas dégoûtés de la Torah. Non, mais c'est ce qu'on constate. Ça fait peur. Non, mais on constate aussi qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont fait l'école juive et qui disent, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est bon, ça va, ça m'a saoulé. Alors pourquoi c'est comme ça? Ça a été mal vécu. Alors. Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait maths, français, anglais, histoire juive, Mishnah. Donc c'est une matière de plus. Donc avec des notes, sans notes, avec renvoi, par renvoi, discipline. Donc ils ne sont pas demandeurs. Ouais. Alors que le gars qui a grandi en Picardie ou là, ouais, et qui découvre la Torah, il a une soif.
puisqu'il a une anorexie spirituelle de 22 ans ah ouais, de Normandie ou Picardie, d'accord? Donc, une soif incroyable, il va avaler le monde entier. Alors que l'autre, comme il a vécu toute sa scolarité en école juive, donc il dit la Goya, c'est un être vivant. Bah, el Sarah. Ouais, je dis, mais comment c'est possible? Il dit, ça va, faut pas être antisémite. Parce qu'il voit pas la valeur, il voit pas l'effort à fournir, il le fait pas. Ouais. Il dit, c'est quoi cette logique-là? Que tu perds la sensibilité. Tu perds. Donc ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour que la Torah scolaire ne devienne pas scolaire. C'est pour ça que j'ai eu des cas, par exemple, des gens qui étaient dans des écoles, ils me disent, oui, ça y est, je vais mettre mon enfant à l'école. Je dis, il est où pour l'instant? Il est dans une école pas très religieuse. Je dis, prenez-lui un gars à l'extérieur qui va lui donner un cours facultatif et chaud. Et quelqu'un qui lui donne plus l'amour de la Torah que la technique de la Torah, qui garde la soif. Il faut que le gars il soit heureux, il soit joyeux. Maintenant, ils ont fait une Mishnah en 2 semaines. Mais le gars, il a appris l'amour de la Torah. Alors que l'autre, tu lui as fait 10 Mishnayot en 1 semaine, mais il est étouffé. Il dit, je peux plus. Donnez-moi une bande dessinée. Après, tu t'étonnes qu'il passe de la yeshiva à Netflix. C'est normal. C'est ça le problème. Que la personne, au fond, elle a oublié le principal. C'est pour ça que dans Birkat HaTorah, la phrase principale, c'est Ve'arevna et divrei Hashem Elokecha. C'est-à-dire, rends douces les paroles de la Torah. Rends douces. C'est ça le plus dur. J'ai un ami là, il m'a raconté qu'il avait demandé au fils de Rav Ovadia Yosef, je ne sais plus lequel, Rav Yitzhak Yosef ou Rav David Yosef, je ne sais pas, il lui a demandé comment on sait si on a réussi l'éducation de l'enfant dans la Torah. Comment on sait? Il a dit, c'est si l'enfant, de lui-même, tout seul, il se lève, il prend un livre. Genre, tu lui demandes rien. Pas pour te faire plaisir, pas parce qu'il t'a regardé, parce que tu lui as dit. Prends ton livre. Tout seul, Shabbat après-midi, il se lève, il a fait sa sieste, il prend un livre qui l'intéresse, il étudie. Il dit, ça, t'as réussi. Alors lui, son père, c'est Rav Ovadia Yosef. Je ne sais pas si vous comprenez. Et lui, il dit ça sur ses enfants à lui. Ouais. Alors nous, vous comprenez? Et nous, on s'énerve. Pourquoi t'étudies jamais? Ourali, mais qu'est-ce que tu perds ton temps devant la télé? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas truc? On l'engueule, et lui encore plus qu'il a envie de passer du temps devant la télé. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que comment on fait pour susciter et non pas imposer? Comment on fait pour donner envie et pas dégoûter? Comment on met pour mettre en situation et ne pas écraser? Et oui, je peux pas faire la question et la réponse en même temps. D'accord. C'est normal. Mais... Donc en fait, c'est marqué ici que chacun d'entre nous, ouais, il sait que tout va se passer à l'intérieur de la personne. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'on travaille en aveugle. Parce que nous, on peut pas faire mieux qu'une proposition. On pose des plats. Tiens, voilà un plat, voilà un plat, voilà un plat. Maintenant, à l'intérieur, la personne, ça lui plaît ou ça lui plaît pas, ça se passe à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On essaye de faire la meilleure proposition possible. Maintenant, cette proposition, elle va être argumentée, elle va être nourrie, elle va être épicée avec notre amour de la chose. D'accord? C'est pour ça que si toi, tu ne t'intéresses pas fondamentalement à la technique de la résistance des matériaux, ouais, mais si un ingénieur fou, passionné, il va t'expliquer comment ça marche, d'un seul coup, tu trouves ça intéressant. Toi, tu dis, t'aimes bien la peinture classique, mais le cubisme, l'ultra-rationalisme, je comprends rien, c'est des tâches, des trucs, des barres. Mais le mec, il va t'expliquer, tu dis, oh là, mais j'avais rien compris. Moi, je croyais que tous les impressionnistes étaient myopes. Non, en vérité, c'était volontaire. D'accord? Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Non, parce qu'ils font tout en flou. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, toi, tu vas rentrer, entre guillemets, tu vas faire un effort, une ishtadlout, qui va résonner à l'intérieur de la personne. D'accord? Et ça, c'est ce que tu mets. Donc, tu ne dois pas dire à quelqu'un, tu dois aimer la Torah. C'est que toi, tu dois l'aimer au point que l'autre, il va dire, ça vaut le coup de l'aimer. D'accord? Toi, tu ne vas pas dire, tu n'es pas conscient de ton bonheur. Non, toi, tu vas être heureux. Quand tu es heureux, le mec, il dit, c'est normal. Mais si tu es aigri, tu es négatif, tu es dépressif et tu dis à l'autre, ouais, tu ne te rends pas compte de ton bonheur, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais pour vous, je ne sais pas tout ce que je me donne, je m'esquinte. Le mec, il dit, pourvu qu'il meure, comme ça, on ira sur sa tombe pour regretter sa mémoire. C'est une façon de parler, d'accord?
Bah, c'est exactement pareil. Ça veut dire c'est-à-dire que ton bonheur, ta joie, ton épanouissement, ils sont le meilleur argument de vente. Ton équilibre, c'est le meilleur argument de vente. Il n'y a pas. Parce que les gens, ils font le contraire. Ils font rien, mais ils exigent. Ouais, ils font rien, mais ils s'énervent. Ils font rien, mais ils sont déçus. Mais même moi, des fois, je suis choqué. On reçoit des gens, on parle pendant 4 heures. On les met ensemble. La première chose qu'ils parlent, négatif. Je comprends pas. Vous êtes venu ici parce que vous vous êtes noyé dans la négation. Maintenant, on a passé 4 heures. La première chose que vous dites, c'est du négatif. Maintenant, moi, je dis, les caves de route, que la personne, en fait, elle n'a pas installé un filtre. Un filtre à remma. Un filtre à négation. Un filtre à reproche. Si tu n'as pas le filtre, ce qui va sortir naturellement, c'est négatif. Parce que le Yetzer Hara n'est pas mort. On l'aurait su. Donc, il va faire son travail. Donc, soit tu es foncièrement méchant et tu veux dire quelque chose de méchant, soit tu es gentil, mais soit tu habites ta méchanceté en gentillesse. Tu dis, mais c'est pas pour faire du mal, c'est pas pour remettre en cause, c'est pas pour détruire, mais quand même, il faut qu'on en parle, mais quand même, c'est pas normal, mais quand même, c'est pas... Pourquoi il y a du mais? À quoi ça sert? Ben, c'est pas facile, parce qu'on veut améliorer, on veut agrandir, mais c'est ça ton problème. Alors si ta Torah, tu vas l'imprégner du mais c'est pas facile, mais c'est difficile, mais c'est contraignant. Si ta maison, mais elle est petite, mais elle n'est pas éclairée. Si ton conjoint, mais il a vieilli, mais il me prend la tête. Si ton travail, mais c'est loin de la maison, mais les chiffres ne sont pas ce que j'attendais. Eh ben c'est ton mais qui pourrit tout. Parce que de toute façon, il y aura toujours des défauts. Ça n'existe pas. Un système sans négation, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens disent oui, mais ça serait bien. Il n'y a pas. C'est impossible. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Vous vous rappelez pourquoi ou non? Pourquoi tu vois qu'il y a du mal dans le bien? Vous ne rappelez plus? Les redoublants? Non. Pourquoi il y a du mal? Toujours il y a du mal et du bien. Pourquoi il y a du mal? Pourquoi il n'y aurait pas que du bien? Parce qu'on verrait pas le bien s'il y avait Une invitation. une différence. On verrait pas le bien. Le faillotage est interdit. L'idée, c'est qu'en fait, mais je vous l'ai déjà dit, mais je vois que vous ne retenez pas. Je ne dois pas être pédagogique. C'est qu'en fait, le mal, c'est le chemin d'accessibilité au bien. C'est ce qui te dérange dans un projet. En fait, c'est ça qui te permet d'atteindre ce qui t'intéresse dans le projet. Toi, tu veux être bon en maths. Mais ce qui te dérange, c'est qu'il faut te taper 2 ans et 6000 exercices et 44 leçons. Mais ce qui te dérange, c'est ce qui donne accès au résultat que tu es bon en maths. D'accord? Toi, tu dis, je voudrais bien être bien avec mon conjoint. Mais ce qui te dérange, c'est la remise en cause, l'orgueil, les nerfs, la susceptibilité, la famille, sa race. Mais c'est ça, en sublimant ça, que tu atteins l'autre. Donc, ce qui te dérange, c'est ce qui te permet d'atteindre le bien. Donc, en fait, le mal, c'est le combustible, c'est le carburant du bien. Maintenant, si toi, tu dis non, je préférais avoir le bien sans passer par le mal, et bien bizarrement, le bien, tu l'apprécies pas. Parce que tu trouves ça normal, parce que tu trouves ça évident, parce que tu trouves ça... Non. Non. Aujourd'hui, il n'y a rien de normal. Je vois tellement des trucs anormaux, mais anormaux, des gens qui vivent dans des carcans moyenâgeux d'imposition, de personnalité, pétris de névrose. Aujourd'hui, on appelle ça des pervers narcissiques, mais à l'époque, on appelait ça des machos. Mais que la personne, tellement, elle est rentrée dans une logique de c'est normal. Tais-toi, t'as rien à dire, c'est moi qui décide. Toi, tu fais ce que je te dis. Au bout d'un moment, après, pourquoi tu cries? Mais pourquoi tu cries? Mais c'est toi qui, depuis le débat, aurait dû poser la main sur la table. Oh, papa, il n'y a pas de shalom bayit là. C'est pas du shalom bayit là. Ça, c'est de la destruction. C'est de l'annihilation. Tu dis oui, mais petit à petit, si Dieu veut, je vais allumer des veilleuses. Non, tout de suite, hop. Qu'est-ce que t'as dit là? C'est quoi ce ton? C'est quoi ces adjectifs qualificatifs en fin de phrase? Il n'y a pas ça, il n'y a pas. Il y a du respect, il y a du bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être en lutte pour pas laisser s'installer la chose. Parce qu'après toi,
Tu la laisses s'installer et après tu te plains qu'elle existe. Mais tu la mets en place. C'est comme le manque de respect chez les enfants. Moi, les gens ils disent, vous trouvez normal qu'un fils de 14 ans il m'insulte? Je dis non. Moi je trouve pas normal qu'un enfant de 2 ans et demi tu le remets pas en place. 2 ans et demi tu le remets pas en place. Tu fais à manger, même le bébé, pas le bébé, enfin je sais pas, 1 an et demi, tu vas manger. Il jette tout il jette de sa chaise là, de bébé. Il veut pas manger, il jette. Eh ben il mange pas. C'est quoi le problème? Il va dormir. Ah mais alors il mange pas, mais c'est pour son équilibre, truc. Après il va avoir la haine. J'ai lu Françoise Dolto. Hop, 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 hop. Il va pas mourir de jeûner un soir. Et s'il y en a un qui maigrit chez lui, c'est sa gahava et sa colère. Il accepte la limite. Parce qu'aujourd'hui il jette l'assiette, demain il insulte le prof, après il insulte le flic, après c'est quoi? Donc toi tu n'es pas en train de lui donner à manger, toi. Toi tu es en train de lui apprendre la limite. C'est un apprentissage. Après, tu dis oui, mais ça peut être frustrant. Aujourd'hui, il y a des écoles de pensée qui pensent qu'il ne faut pas frustrer les enfants. Ben, c'est sûr. Tellement ils ne sont pas frustrés qu'ils sont libres, tellement ils sont libres qu'ils sont ouverts d'esprit, tellement ils sont ouverts d'esprit qu'ils changent de côté. Non, tu dois dire stop. Tu dois dire il y a ça et ça, il n'y a pas. C'est comme ça. C'est une maison, c'est une maison. On vit tous ici maintenant. Toi, tu veux mettre la sono à 4 h du matin? Non. C'est pareil. Tu veux fumer? C'est une maison, on est chômeur Shabbat. Toi, tu n'es pas chômeur Shabbat, tu ne crois pas en Dieu, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde, des fois chez les mains. Va dehors. Si tu viens chez moi à la maison, tu fumes. Ça n'existe pas, ça. Si on est chômeur Shabbat, si on n'est pas chômeur Shabbat, je ne vais pas dire à toi pourquoi tu fumes. Ouais. Mais si on est chômeur Shabbat, tu respectes la maison. Ah ben c'est aussi ma maison. Bien sûr. Donc si on est tous dans le même bateau, toi tu fais un trou dans la cale parce que tu veux humidifier l'endroit. Mais c'est notre bateau. C'est notre bateau. D'accord? Donc on est tous dans la même galère. Ça s'appelle la solidarité en français. Ouais. Mais tu verras qu'en fin de compte, le manque de solidarité que tu as avec le système qui t'accueille, en fait, c'est un manque de solidarité avec toi-même. La preuve, c'est qu'après, quand tu vas partir, tu vas essayer de recréer le nid dans lequel le nid que tu as fui. Tu peux me dire toutes ces années de gaspillage? Eh ben c'est ça. C'est qu'en fin de compte, l'habitude, ouais, c'est un très très gros défaut. Mais d'autre côté, c'est un très gros avantage. Pourquoi? Parce que bizarrement, par exemple, tu dis je ne peux pas fonctionner sans mon petit café du matin. Tu rentres, tu as besoin de 10 minutes de décompression. Je sais pas moi, tu as besoin de parler avec la personne, de reprendre le contact. Et c'est des choses habituelles, répétitives, qui te rassurent, qui te font du bien. Pourquoi le SDF il devient fou? Parce qu'il n'a pas de repère, il n'a pas de vie, il n'a rien. Donc là, tu as une réalité. Ah, tu dis oui, mais c'est un petit peu routinier, métro, boulot, dodo. Ouais, mais ça s'appelle la structure. C'est pour ça que quand les gens ne sont pas bien, ils disent écoutez, j'arrive même pas à aller au travail. Tu dis non, va au travail. Ou l'enfant, tu dis moi j'en ai marre de l'école, j'arrête l'école. Ou tu dis non, je quitte la yeshiva, après j'en chercherai une autre. Ne sors pas de la misguérette. Tu gardes la structure. Tu changes de structure, tu changes de business, tout est possible dans la vie. Mais tu vas d'un business à l'autre, tu vas d'un travail à l'autre, tu vas d'une école à l'autre. Tu ne vas pas d'une école à rien dans l'espoir que. Encore, j'en ai vu il n'y a pas très longtemps. Il dit ouais, je trouve pas ma voix, c'est pas mon truc et tout ça, il est sorti. Je dis c'est sorti pourquoi? Parce que ça lui plaisait pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Autre chose? Non. 10 heures par jour, les jeux internet, là. Les jeux, comment ça s'appelle là les 10 heures par jour. 10 heures par jour, un gars qui a une tête d'ingénieur. 10 heures par jour. Ouais, il dit bon, en attendant de trouver, je m'amuse. Mais les jeux en ligne, là, mais c'est fabriqué pour être viral et addictif. C'est fait pour ça. Oui, c'est fait pour ça. C'est-à-dire c'est conçu pour ça. Tu ne peux pas t'arrêter. C'est fait exprès. D'accord? C'est comme si tu sautes de l'avion sans parachute et après tu dis bon, finalement, je remonte. Tu as sauté de l'avion. Ou l'autre, il m'a dit moi, j'ai demandé le guet pour qu'elle réagisse. Et alors? Ben, elle a accepté. Ben non, tu ne réagis pas en tirant un coup de fusil. Tu fais réagir en mettant en colère, en faisant un choc, en écrivant une lettre, je sais pas, mais tu envoies pas un missile pour dire j'espère qu'elle va comprendre la gravité. Ils sont bizarres les gens. C'est-à-dire que tu utilises un missile pour tuer un moustique, toi. Après tu dis bon, la moitié du quartier a disparu et le moustique il a échappé. D'accord? En fait c'est ça. C'est que la répétition, si elle a imprégné de soif et elle a imprégné d'amour et elle a imprégné de chidouche, ouais, elle devient positive, elle devient thérapeutique. Comme toi, tu as ton habitude. Par exemple, tu pries tous les jours.
Mais dans la prière, tu rajoutes un petit truc. D'accord? Donc, tu enlèves le défaut de l'habitude, mais tu gardes le côté thérapeutique de l'habitude, le côté positif de l'habitude. C'est pareil. Tu fais le repas du Shabbat. D'accord? Bon. Ok. Tu peux changer une petite salade, mettre un peu une autre épice, rajouter une autre sauce. Tu peux. Pas tout le temps la même chose. Ouais. Il faut, c'est normal. Là, tu dis, ouais, mais tu sais, hein, tu devrais être content, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent être une tranche de rôti froid et un bout de baguette. Et toi, grâce à Dieu, tu as une belle table de Shabbat de Shlomo Ameler. Ok, c'est vrai, que la cavote. Ouais. Mais tu peux aussi faire un petit changement. C'est pas grave. Comme toi, tu te maquilles, tu trucs. Pourquoi tu passes 1h30 pour choisir ta tenue? Et que t'as peur, ta grande peur, c'est que l'autre, elle porte la même habit que toi. Parce que tu veux être original. Alors pourquoi tu as besoin de l'originalité chez toi? Ouais, genre tu veux pas mettre ce que tout le monde met. Ouais, et d'un autre côté, tu veux servir tous les mecs qui sont les mêmes mets. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est toi qui vas mettre la touche. D'accord? Comme dans toi, même dans le cours. Il faut qu'il y ait un ridouche. Des fois, j'ai fait des tournées en Israël. Alors j'ai fait cours à Natania. Alors les gens ils me disent, bon, demain vous êtes à Ranana. Vous faites le même cours? Je dis non, parce que moi aussi, il ne faut pas que je m'ennuie. Parce que si je m'ennuie, les gens ils vont s'ennuyer. Il y a un Rav, une fois, il a fait ça. Il est venu à l'Yeshiva, il a fait un shiur. Shiur de Gemara. Le lendemain, il est revenu, il a refait le même shiur. Le surlendemain, pareil. 30 jours. Au bout de 30 jours, il a dit aux élèves, ça vous fatigue Il a dit non. Chaque jour, c'est un nouveau. Mais c'est quoi l'idée? C'est que le cours, peut-être c'est le même, mais toi, tu as évolué. Deuxièmement, quand le cours, il est riche, c'est impossible de capter toutes les facettes la première fois. Comment le gars qui a étudié 30 ans, il met 20 heures pour le préparer, et toi, qui as découvert ton judaïsme il y a 3 semaines, tu as tout compris du premier coup. Mais même dans la vie, tu saisis 1%. Tu crois que dans un cours, tu as saisi combien? Mais si, ça veut dire que la personne, elle va maintenir ça. Ouais, et à part ça, la répétition. Donc quand tu vas réécouter le cours 10 fois, tu vas voir, si tu le fais sincèrement, que tu vas trouver des enseignements que tu n'avais pas perçus. Alors comment c'est possible? Parce que tu l'as déjà écouté. Alors je te dis pourquoi. Parce que c'est des facettes. C'est des facettes. C'est comme personne ne regarde le dos du canapé puisqu'il est contre le mur. Vous me suivez ou non? Personne ne regarde sa maison sans les meubles, sauf quand il déménage. Après, il dit, mais c'est vachement grand chez nous. Oh, en fait, il y a trop de choses. C'est pour ça qu'elle nous étouffe, la maison. Mais pas à cause de la taille, parce que tu l'as surchargée. C'est un équilibre. C'est un équilibre, d'accord? Et ben, dans tout, c'est pareil. Toi, c'est pareil, tu t'habilles, tu mets ça et ça et ça. Après, tu mets ça. Là, tu vois, Mistostofa. Tu dis, mais attendez, vous, toute seule, vous êtes le carnaval de Rio. Tu dis, faut pas un peu la sobriété, un peu la finesse, un peu la... Tu vois, mais c'est la mode. C'est comme les chaussures, là, les godillots là, qui mettent maintenant les femmes. Je vois pas la finesse. Bon, peut-être je suis vieux jeu, mais c'est quoi ce truc-là? Les gros trucs avec les clous, avec les semelles comme ça. C'est ce que mettaient les punks il y a 20 ans. Maintenant, ils trouvent ça, c'est branché. Pourquoi? Parce qu'il y a une vedette américaine, une folle, elle a mis ça. Donc tout le monde va être pareil. Mais quelle finesse, tu comme ça. On dirait que tu sors de la jungle. Oh! Maintenant, encore une fois, tu dis, ouais, mais si, c'est beau, c'est beau. Bon, alors, donc ça, c'est moche. Non, ça, c'est pas moche. Mais c'est ringard. Ok. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le chidouche. Tu mets le chidouche, il ne doit pas t'emmener dans le vide. Comme les gens, ils te disent, mais Rav, si j'ai regardé ailleurs, c'est parce qu'il ne se passait plus rien chez moi. Je dis, mais s'il ne se passe plus rien chez toi, ça dépend de toi. Tu ne peux pas dire 26 ans de vie, ils ont disparu comme ça sous prétexte que la secrétaire, elle a changé de maquillage. Non, c'est toi qui a fait de l'habitude une routine, alors que tu aurais pu faire de l'habitude un point d'ancrage. C'est comme si tu dis j'en ai marre de mettre de l'essence, maintenant je vais mettre de la chantilly. Mais non, ça fonctionne avec de l'essence. On met de l'essence. Toi tu dis bah oui, j'ai besoin de renouveau. Eh ben mets de la chantilly, tiens. Mets de la chantilly et va voir ton garagiste. Tu dis la voiture elle a un problème. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Du diesel au lieu de l'essence? Non, de la chantilly. Mais t'es un malade. C'est comme ça.
C'est que le besoin du nouveau, ouais, il peut aller dans les excès. Comme des gens par contradiction, parce qu'ils confondent obstination et détermination. Oui, ils confondent personnalité et contradiction. C'est que le fait de dire non, ils pensent que c'est une marque de personnalité. Non, c'est juste une limite intellectuelle qui fait que tu ne peux pas adhérer à ce que l'autre te dit. C'est tout. Ouais. Parce que je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ouais. Mais c'est rien, c'est de l'entêtement. Et dans entêtement, il y a ment. En fait, c'est le mensonge que tu gardes en tête. L'entêtement. Mais tu sais qu'il est faux. Vous suivez ou... Comme ce qui est ressenti, des fois, ça peut être mal ressenti. Ça s'appelle le ressenti ment. Mais le pire, c'est ce qui est vraiment senti et que tu n'es pas sûr de ce que tu sens. Ça s'appelle le senti ment. J'aurais pu être poète, c'est dommage. On ne peut pas tout faire. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Il y a encore temps. Je suis poète déjà. Ah, Mais poète, catégorie, poète. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que, en fait, c'est toi qui vas donner la dimension anti-routine de ta réalité. D'accord? Donc, quand tu vas étudier la Torah, par exemple, moi, je vois des gens qui disent j'ai plus le goût. Mais vous allez à des cours? Non. Alors, comment tu veux renouveler les choses? Parce que c'est comme tu es dans le business, tu vas au salon. Pourquoi tu vas au salon? Quand tu vas aller jusqu'à Las Vegas pour aller voir, oui, tu vas au salon. Tu vois qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, tout ça te donne des idées, c'est normal. Tu dis, non, écoute, je connais mon produit, ça fait 10 ans que ça marche. Ok, mais tout arrive à saturation. Va au salon. Et c'est pareil. Maintenant, toi, tu travailles, tu te promènes, tu vois des nouvelles tenues. Hop, ça te éveille un truc. Et c'est pareil. Tu as une lecture. Tu as appris dans la pensée juive, tu as appris dans la chassidoute, tu as appris dans la lacha. C'est ça qui va nourrir ta hitrachut. D'accord? Parce qu'on a besoin de renouvellement. Mais le renouvellement, il ne peut pas se faire avec rien. Il va se faire avec ce que tu vas mettre dedans. Ouais. Et c'est exactement pareil. Que toi, par exemple, tu vas mettre en situation, par exemple, le chol, le kodesh. D'accord? Parce qu'il y a le profane et il y a le saint. Et ben, tu te balades entre les deux. Donc tu apprends, tu es curieux. Il faut développer sa curiosité. Il faut maintenir sa curiosité. Donc, c'est un regard. Donc ça t'intéresse de faire les choses, de voir les choses, de comprendre comment ça marche. Donc tu demandes. Maintenant, quand tu as cette soif de curiosité, des fois c'est débile parce que tu dis comment la peinture elle adhère sur le métal. D'accord? Mais après, peut-être tu peux te demander pourquoi ton fils ne comprend pas ce que je lui dis. C'est une forme de curiosité. Si tu dis, bon, il comprend rien, de toute façon, il est bête, et comme son père. Donc, tu as enlevé la curiosité et surtout, tu as enlevé l'accès à la compréhension. Donc, il faut maintenir sa curiosité. Moi, je vois des gens qui me disent, écoutez, qu'est-ce que je dois faire avec mon fils? Il me saoule, il me pose 1 million de questions. Il a 6 ans. Je dis, mais c'est bien. Ça prouve qu'il est curieux. Parce que c'est plus facile d'orienter un ruisseau qui va n'importe où que de faire sortir une source des profondeurs du désert. Parce que là, il y a de l'eau, là. Il y a du mouvement. Mais c'est perturbé, c'est pas organisé, c'est pas canalisé. Vas-y, canalise, apprends-lui. Mais l'autre, il a aucune envie. Voilà. Je m'en fous. M'intéresse pas. Ça me saoule. Je n'ai pas les nerfs. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec une source tarie? C'est plus dur. Parce que créer la soif, c'est pratiquement impossible. C'est très, très, très dur. Les gens ils me disent, Rav Chetrit, appelez-le, vous allez le motiver, vous allez donner envie, vous allez lui montrer l'importance. Il faut un minimum de demandes, un minimum. Même faites le contraire. Faites le contraire. Dites-lui que, je sais pas moi, que ça lui ferait du bien d'appeler. Ne lui dites pas que ça vient de vous. Faites passer par l'information par quelqu'un. Dites-lui même qu'il appelle, même pour divorcer. Mais il faut qu'il soit demandeur. Mais si la personne n'est pas demandeuse, et toi t'appelles, l'autre est en situation de sécurité, de genre, de toute façon, moi je vous ai rien demandé, et il se ferme, et toi tu parles pour rien, et tu perds ta neshama à essayer de prêcher pour un convaincu, alors que lui, il est déjà les deux. D'accord? Non, c'est pas dur. Mais oui, mais je vous dis, c'est pas très rare. Parce que la société, malheureusement, elle fabrique tellement de faux objectifs
Et c'est ça la force du Yetzer Hara. C'est que d'abord, il te dégoûte du vrai, en t'attirant vers le faux, et après, il te montre le vide du faux. Donc tu te retrouves avec un vrai rejeté et un faux insipide. Et tu restes au milieu. Le vrai n'est pas toujours rejeté, on peut le reprendre. Oui, mais le Yetzer Hara, oui, mais le problème c'est ça. C'est que le Yetzer Hara, quand le gars, ça fait 3 ans qu'il a quitté la yeshiva et tu lui dis viens, on prend une Gemara, c'est bon, je connais. Ah, tu lui dis bon, alors regarde un film. C'est tous des navets. Il va faire quoi alors entre les deux? C'est pour ça qu'il faut être vigilant, d'accord? Il faut être en vigilance et en préservation de ce qu'on aime. Ce que tu aimes, ce qui t'accroche, ce qui t'intéresse, ce qui te donne un projet, il faut l'entretenir. Il faut le préserver. Oui, il faut le rendre vivant. Il faut lui donner de la valeur. Et plus tu vas le valoriser, plus il va avoir de la valeur. Et plus tu vas t'accrocher. C'est comme si un jour tu ne veux pas perdre le respect pour quelqu'un, il faut que tu vois sa valeur. Parce que si tu ne le respectes pas, ou tu le dénigres, ou tu le pourris dans ta tête, après, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, visible de manière visible ou de manière invisible, l'autre il va sentir qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour. Mais c'est pas, jamais tu as dit que tu es un pauvre type, mais dans ta tête tu t'es dit, qu'est-ce que je te dis? Voilà, j'ai épousé un Brel, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant un Brel, tu peux pas l'aimer, tu peux pas l'admirer, tu peux pas l'investir, tu peux pas, c'est comme ça. Et c'est pareil avec ton conjoint, ou avec tes enfants, ou avec ton travail, ou même la Torah. Quelqu'un, il s'est mis dans la tête une image nulle de la Torah. Bah, combien de fois des gens ils m'ont dit, mais vous m'avez réconcilié avec les 20 ans d'école juive. C'est-à-dire que 20 ans, il n'a pas vu la valeur. Et après, avec un cours, le mec, il a dit, mais c'est extraordinaire la Torah. Le pire, c'est quand c'est des non-juifs qui disent à des juifs, comment ça se fait que tu n'écoutes pas Ben Chetrit. Alors là, on arrive au top de la lourdeur. Ouais. Pourquoi? Parce que le gars, le non-juif, lui, il n'a pas de Yetzer Hara de ne pas étudier. Donc il dit, mais c'est extraordinaire, mais c'est de la folie, mais c'est puissant. Ouais. Alors que le feuille, il dit, allez, aujourd'hui, il t'explique le respect de soi, et demain, il va te dire, mais t'es fini. Alors, ah oui. C'est compliqué. Parce que les gens, ils veulent faire de la psychologie, mais ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui va les aider à sortir de leur dépression. Les médicaments, c'est juste la partie chimique. La volonté, c'est le courant. Et il manque le principal. Le projet. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, si on comprend ça, ça veut dire que, en fait, on doit faire un double travail. En même temps, on doit lutter contre le dépôt inexorable de la poussière, de la routine et du mépris. Qu'on le veuille ou non, ça se dépose. Parce que le temps passe. C'est comme ça. Ouais, le temps passe. Maintenant, il faut savoir que, quand on dit en français, j'ai trouvé le temps long. Mais le temps, il ne peut pas être long ou court. 1 heure, c'est 60 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes. Comment tu peux trouver le temps long? Donc, tu as compris que ce n'est pas le temps. C'est le rapport que tu entretiens avec le temps. D'accord? Donc, quand tu aimes ce que tu fais, c'est trop court. Et quand tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est trop long. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de... Vous avez compris maintenant? C'est la posture dans laquelle tu vas rentrer dans la situation. De la manière dans laquelle tu vas vivre la chose. Maintenant, débrouille-toi, toi. Débrouille-toi pour mettre, on a dit, l'accent positif, mettre la soif, mettre la volonté, mettre l'énergie. Même si des fois, ça peut être un peu artificiel. Par exemple, on dit, il y a 4 choses qui ont besoin de chizouk. C'est quoi chizouk? Chizouk, ça vient de chazak. Chazak, c'est fort. Ça veut dire, les chazek, c'est se renforcer dans quelque chose. Ça veut dire que tu peux avoir une attitude, on va dire, parvée, bonjour, ou tu peux être mitrazek. Par exemple, tu peux lire sans lire. Par exemple, tu lis un article, mais tu penses à autre chose. Ou tu lis, mais tu réfléchis pas à ce que tu lis. D'accord? Et après, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai lu? En fait, c'était juste pour occuper tes yeux pendant un quart d'heure. T'as pas lu. Maintenant, de la manière que tu peux lire sans lire, tu peux aussi voir sans voir. Tu dis, mais attends, je passe devant toi, tu me dis pas bonjour. Je t'ai pas vu. Ah, mais je t'ai vu sans te voir. Comment tu peux me voir? Je t'ai vu, mais sans te voir. D'accord. Maintenant, si tu peux lire sans lire et voir sans voir,
Est-ce que tu peux vivre sans vivre? Oui, Confirmation. Ben, c'est ça l'idée. c'est survivre, c'est Voilà, mort-vivant. exactement. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est un mort-vivant ou qu'on est un vivant-vivant? En fait, c'est la vie qu'on va mettre à l'intérieur de cette vie. C'est nous qui décidons, d'accord? Donc j'ai la plus belle maison du monde, il fait beau, d'accord? Je vais m'en sortir, Dieu il m'aime, tout va très bien. C'est toi qui décides. Ou le contraire. Ou le contraire, tu repeins tout en noir, tu t'habilles en trash et tu te mets du sang là et de la khala ici. Ouais. Et après tu dis, ben, c'est comme ça, je fais partie d'un groupe satanique. Ouais. C'est toi qui décides. Maintenant, les gens, ils ne savent pas jusqu'à quel point leur liberté les engage. Parce que tout le monde veut la liberté. Ouais. Mais ils ne veulent pas comprendre que la liberté, elle t'emmène aussi dans des choix que tu regrettes de faire. Parce que c'est la liberté. Maintenant, toi, tu voudrais être libre d'être heureux, mais ne pas être libre de te rendre malheureux. Mais c'est toi qui décides. Donc, ça veut dire que maintenant, on a dit, c'est ça ce qu'on a dit. Il faut une double dynamique. D'un côté, ne pas laisser l'habitude s'inscrire dans une dimension péjorative. D'un autre côté, il faut utiliser l'habitude comme une structure, comme un repère, et comme un effet, avec un effet nourrissant. C'est normal. Comme tu as pris l'habitude de faire du sport, bah, tu te sens bien. Après, tu dis, oui, mais c'est pas évident, c'est des courbatures, c'est des efforts, c'est de la sueur, c'est une douche. C'est pour ça que tous les ans, tu revis le même cycle. Ouais, en janvier, il y a des soldes dans les salles de sport, donc tu t'inscris, tu prends 1 000 € l'année, tu y vas 3 fois, tu as mal partout, tu t'arrêtes, tu laisses tomber. Il t'appelle, vous venez plus, truc, le coach sympathique, truc. Tu dis non, je peux pas, j'ai trop mal, j'ai trop de trucs, alors t'arrêtes. Après, un an après, tu dis quand même, il faut que je me prenne en main, j'ai pris 12 kilos, et puis je suis tout tramolli de partout, alors je me réinscris dans la salle de sport, parce qu'évidemment l'abonnement il a sauté, et tu refais 3 semaines, et j'ai les courbatures et j'arrête. Alors écoute-moi bien. Oui, mais si tu ne t'inscris pas, tu ne le feras jamais. En fait, l'idée, c'est très simple. Pourquoi tu t'es inscrit? Parce que tu dis, je veux que ça change. Pourquoi tu t'es arrêté? À cause des courbatures. D'où viennent les courbatures? Vous savez? Non, les courbatures. Non, restez calme. Parce que quand tu n'utilises pas tes muscles, tu cumules des toxines à l'intérieur des muscles. Maintenant, l'expulsion des toxines pendant les premières semaines crée une douleur qu'on appelle la courbature. Vous suivez ou non? Quand tu as dépassé les courbatures, après tu n'as plus mal, parce que tu n'as plus de toxines. Mais comme les gens s'arrêtent à cause des courbatures, donc du coup, ils vont recumuler des courbatures qui vont les empêcher de continuer les efforts démarrés. Donc ils ont la force de démarrer, mais ils n'ont pas la force de continuer à cause des courbatures. Ça va? Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, s'il existe des courbatures dans le muscle qui empêchent le muscle de faire son travail, il peut y avoir des courbatures, des toxines dans le couple qui créent les courbatures du couple. De toute façon, ça ne sert à rien de parler. De toute façon, tu me prends la tête. De toute façon, à chaque fois qu'on parle, on s'engueule. Puis on est d'accord sur rien. Mais ça, c'est quoi? C'est parce qu'il faut parler, il faut se confronter, il faut échanger, il faut se comprendre, il faut se connaître, il faut se solidariser. Quand il n'y a plus de toxines, il n'y a pas de courbature. Je ne me sens pas agressé par ta parole. J'adore ta compagnie. Ça me fait plaisir de passer du temps avec toi. Tu me touches le dos, je saute en l'air. Donc tout va bien. Mais si c'est le contraire, enlève ta main, tu m'énerves. Ouais. Parce que de toute façon, tu dis que des bêtises. Et puis tu me racontes ta journée, qu'est-ce que j'en ai à faire de ta journée? Ouais. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que les gens, malheureusement, ils laissent les toxines se déposer dans leur vie. Maintenant, il y a des toxines dans le travail, des toxines dans l'étude de la Torah, des toxines dans la prière, des toxines dans ton rapport à Dieu. Parce que tu n'as pas fait la gymnastique. Il ne faut jamais s'arrêter de faire du sport. Il ne faut jamais s'arrêter de travailler ses midotes. Il ne faut jamais s'arrêter de s'occuper de ses enfants, de son conjoint. Il ne faut jamais s'arrêter. Dès que tu t'arrêtes, paf, les toxines. Toxines, courbature. Et la courbature, elle te décourage de te réinscrire à la salle de sport. Jusque comme vous avez dit vous-même, un jour tu te dis, bah, ça ne sert à rien d'essayer.
De toute façon, tu le connais pas, tu sais pas ce qu'on a vécu. De toute façon, lui, il comprend rien. Et ben, s'il veut pas faire d'études, et ben, qu'il se débrouille. Et puis le magasin, de toute façon, il est mal placé. Et puis la France est saturée. Tu vas t'inventer toutes les toxines possibles. Ouais. Et les toxines, elles vont générer, en fin de compte, ton incapacité au mouvement, qu'on appelle la courbature. Mais le jour où tu vas comprendre que la courbature, elle est juste l'effet pervers de la non-activité, donc tu as compris que tu as la solution et tu as le problème. C'est pour ça que les bons médecins, ils te disent, mangez plus équilibré, faites du sport, bougez-vous, et ça va aller. Les autres, ils te disent, continuez à faire ce que vous faites, et prenez les médicaments. Mais tu prends des médicaments pour te soigner des excès, des choses que de toute façon tu ne devrais pas faire. Toi, tu dis, j'ai mal au dos. D'accord. Alors, tu prends des médicaments pour le dos. Mais est-ce que tu bouges? Non, je ne bouge pas. Je passe 21 heures par jour devant l'écran. Ben, c'est normal que tes muscles s'atrophient, et qu'ils ne réagissent plus, et que tu as mal partout. C'est normal. Après, toi, tu manges n'importe quoi. Après, tu te dis, bon, mais c'est pas grave. Parce qu'après, je fais une détox. Après, je fais un régime. 3 mois d'ananas. Tu dis, mais tu vas devenir une ananas. Il dit, ouais, mais j'ai perdu 21 kilos. Mais attends, mais après, tu t'étonnes qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Le médecin, il dit, écoutez, j'ai jamais vu un foie comme ça. Vous avez la vésicule qui va exploser. Mais tout est déréglé à l'intérieur. Ils font n'importe quoi, les gens. Ils font n'importe quoi avec leur corps. N'importe quoi. Ouais, lui, c'est pas grave. Après, il change de détox. Après, il voit une autre approche. Après, il prend une autre médecine. Mais le principal, est-ce que tu as une hygiène de vie? Maintenant, cette hygiène de vie, c'est des habitudes. C'est des habitudes. À quelle heure tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Combien tu manges? C'est une habitude. Ben, c'est exactement. Tu as une habitude dans ton couple. Vous savez qu'une fois par an, vous devez faire un voyage tous les deux. On est déjà des grands-pères. Et alors? Ouais, un petit voyage. Il faut avoir des rendez-vous. Quand tu rentres à la maison, le premier quart d'heure, c'est pour vous deux. Après, il y a les enfants. Après, il y a les soucis. Après, il y a l'école. Après, il y a le travail. Mais ça, c'est des habitudes. Mais ça, c'est ça qui donne la force. En fin de compte, ce petit quart d'heure-là, ouais, il te donne 23h45 d'énergie. Mais si ce petit quart d'heure, il est pourri, parce que tu fais la tronche, ou parce que tu t'énerves, ou parce que tu veux régler les comptes, tu m'étonnes qu'il met 1h30 pour rentrer à la maison alors qu'il travaille en face. C'était bouché. Il t'a pas dit où? C'est ça la logique. Donc ça veut dire que quand on est dans une... Il est 28. C'est normal? C'est ce qui se passe à peu près au bout d'1h30 en général. D'accord? Donc, si vous avez compris ça, ça veut dire qu'en fin de compte, l'habitude, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, c'est-à-dire que quand tu prends l'habitude de maintenir ton cerveau en activité, ben, tu restes intelligent. Quand tu travailles ta mémoire, tu retiens. Parce que les gens ils disent, vous savez, je perds la mémoire, je m'angoisse, j'oublie les choses. Mais est-ce que tu te fais travailler ta mémoire? Non, rien. Rien. Tu manges, tu digères, tu vas aux toilettes. Mais ça ne fait pas travailler la mémoire. Alors lis des livres, je sais pas, fais une recherche, fais des sudoku, je sais pas quoi, des mots croisés, je sais pas moi, étudie des textes, apprends des trucs par cœur, maintiens ton cerveau en éveil. Les gens ils réfléchissent jamais, après ils disent ça prend la tête de réfléchir. C'est normal, ton cerveau il a pris l'habitude de ne pas réfléchir, il est devenu une excroissance de ton estomac. Tu crois que tu gères, mais en fait tu digères, d'accord? Donc c'est toi qui a créé cette calcification du cerveau. Donc tu fais le contraire, tu remets les choses en mouvement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit qu'une personne est vivante parce qu'elle bouge. Maintenant, l'idée, c'est que le mouvement, ça va? Le mouvement, ça déstabilise, parce que quand tu restes sur place, c'est plus stabilisant que de bouger. Mais de l'autre côté, le fait de mouvement, ça évite l'enracinement, ça évite la lourdeur, ça évite la routine. Alors comment tu peux faire? Comment tu peux utiliser le mouvement, d'accord, sans subir le mouvement? La logique, c'est ça. C'est que tu vas être en mouvement, mais dans une trame qui est posée. Donc tu as besoin, comme tu as la prière le matin, comme tu as ton petit quart d'heure de petit déjeuner avant d'aller au travail, avec la personne que tu aimes, comme tu as l'habitude avant de rencontrer tes collaborateurs, de te faire ton petit briefing personnel, comme malgré que tu as un comptable, eh ben, 1 fois par mois, tu fais ton petit inventaire, c'est pas grave. Moi, j'ai vu des gens, ils ont été plantés par un fiscaliste.
Parce que le gars, il avait oublié de faire un papier. Mais attends, mais c'était 128 000 euros de redressement. Il dit, bon, bah, ça peut arriver, mais moi, le mec, je l'envoie en prison, moi. Je l'ai payé déjà 4 000 euros par mois pour me faire la compta. Il me dit, j'ai oublié. Eh ben, tu payes. Non, en plus, il faut que tu payes. Ou alors, non, toi, malgré que tu as un comptable, et ben toi, tu fais tes petits comptes, toi, tu vérifies. C'est bien, c'est 5 minutes, tac, 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 tac. Moi, mon beau-père, que je le garde en bonne santé, quand on allait des fois le dimanche, je le voyais avec ses cahiers, ses trucs. Je dis, Pépère, vous avez un comptable? Et il m'a dit, oh, écoute, qu'est-ce qu'on risque? Ouais. Et ben, les contrôles fiscaux, contrôle d'URSSAF, contrôle de je sais pas quoi, la personnel, contrôle d'hygiène. Le mec, il dit, monsieur, on vous donne la médaille, il n'y a aucune erreur. C'est très rare qu'on ne trouve pas d'erreur. Ah, déjà, il n'y a pas d'erreur parce que tu n'es pas un magouilleur, mais en plus, il n'y a pas d'erreur parce que tu n'es pas négligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a pris l'habitude. Il a pris l'habitude de. Ouais. Donc, tu vois l'habitude, comment elle peut être bénéfique. C'est pareil. Même si ta femme, elle te dit, non, ça va bien en ce moment. Même si ton mari te dit, oh, Hachem, on est bien, c'est bon, tu sais quoi? Tu dis, non, 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 non. On a notre voyage, on part tous les deux. Tu dis, oui, mais avec les enfants, c'est pas évident. Qui s'étouffe? Nous, on part. Parce que notre couple, il a besoin. Tu sais que c'est un rendez-vous annuel. Je te dis, le quart d'heure par jour, il recharge les 23h45. Le week-end par an, il recharge les 364 jours. C'est comme ça. Le resto, je sais pas, le resto du mois, chacun, il trouve son truc. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut avoir cette dimension. Pourquoi? Parce qu'une logique, c'est que d'aller vers une étape, ouais, ça te donne de l'énergie et ton avenir, il va être aussi sur l'énergie que tu as pris de l'étape. D'accord? Comme tu as un projet, le mec, comment il arrive à courir 42 km alors que toi, au bout de 100 mètres, tu t'étouffes? Parce qu'il a un objectif. D'accord? Mais tu crois que son objectif, il a seulement permis de traverser la ligne d'arrivée? Non. Il a déjà préparé le deuxième marathon. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à le faire. Comme toi, tu stressais d'ouvrir ce business et tu l'as fait. Et ben tu arrives à faire en deuxième. Ouais. Comme tu as écrit un livre. Après, tu t'angoisses pas pour un article. Parce que tu as écrit un livre. Mais quand tu écris un article, tu dis, oh, écrire un livre. Mais c'est toi qui l'as rendu une montagne. Puisqu'un livre, c'est une série d'articles. C'est pour ça que quand le gars il te dit, écoute, ta mission, c'est de vider l'entrepôt. Et que l'entrepôt, il contient 10 000 caisses. Et que chaque caisse, elle pèse 40 kilos. Donc il y a deux solutions. Il y en a qui vont dire, mais attends, c'est 400 000 kilos. Tu veux que je transporte 400 000 kilos. Il y en a d'autres qui va dire, oh bah, chaque caisse, elle fait 40 kilos. De toute façon, je vais les prendre une par une. Mais tu vois, chaque caisse, chaque jour, chaque sourire, chaque attitude, tu peux parcelliser. Ça s'appelle le phénomène du crédit. D'accord? Tu peux séquencer. Et à ce moment-là, les choses, elles sont faciles. D'accord? Et bien, la séquence, c'est quoi? Et bien, c'est un phénomène répétitif. Donc, tu vois bien qu'à ce moment-là, l'habitude, elle devient repère. Elle devient positive. Elle devient structurelle. Elle devient formelle. Et c'est bon pour toi. Ouais. Ah ben, on a dit, encore une fois, pour ne pas tomber dans ce piège-là, il faut que tu mets du ridouche. Eh ben, c'est pas grave, repeins les choses, change l'orientation des meubles, change-toi d'habit, améliore ton discours, renouvelle avec les nouveaux cours, mais fixez des objectifs dans votre couple, changez le discours avec l'enfant, parce que maintenant il a 19 ans, tu ne peux pas lui parler comme quand il a 8 ans. On n'a rien à se dire. Ouais. Comme un couple que je leur ai dit, bon, arrêtez de vous engueuler. Je dis, vous devez parler sans vous engueuler. Alors il me dit, alors on n'a plus rien à se dire. Mais des fois, je dis, mais attends, il a roté ou il a parlé? Je dis, mais tu peux parler de la vie, tu peux parler du goût, tu peux parler des choses qui t'intéressent, tu peux parler de ton amour, tu peux parler de la politique, tu peux parler des choses. Mais pourquoi tu dois ne parler que des choses qui font mal? Pourquoi? C'est incroyable. Oui, mais c'est pour faire avancer les choses, parce qu'il faut bien poser les problèmes pour les... Mais tu ne parles que de ça. Mais tu n'as pas compris que dans un médicament, il y a 1% comment ça s'appelle? Principe actif
Ça veut dire qu'il y a 99% de passif. Donc toi, tu fais 99% de compliments à l'autre et tu fais 1% de remise en cause. Et si tu vas me dire, oui, mais on a beaucoup de choses à travailler. Eh ben moi, je vais te dire une chose, c'est que quand tu lui donnes même 100% de positif, c'est l'autre qui fait la remise en cause. Il faut être prêt à prendre le risque. Haudon Kolo. Voilà. Est-ce que vous... Hazak à vous. Que du bonheur. Donc on va dédier le cours pour la réfoua chez les maths de Myriam Batrena, de Sabrina Rina Batrachel. Il faut faire un bon amen là. Myriam Batrena. Amen. Sabrina Rina Batrachel. Ah, ça c'est... C'est des Ounishmat ça. Ah, on va séparer. Après, on va demander aussi pour Chaya Bat Myriam, pour le Rav Chaim Zvi Ben Sarah, pour Rav Moshe Ben Reisel, pour Simcha Bat Felecha, Esther Bat Felecha, Dina Bat Esther, Patricia, Aïcha, Hana, je sais pas, Patricia, Chaya, Aïcha, Bat Hana. Amen. Et qui encore? La jeune maman hier, Shira Bat. Shira Bat. Quelqu'un a le téléphone? Moi, je sais pas. La maman blessée dans la table. Ouais, ouais. C'est pas Chirel, c'est pas Chirel? Shira Bat. C'est Shira. Shira. Non, Shira. Regardez, regardez si vous la trouvez. Voilà, vas-y. Yael Shira, Bat Liora Sarah. Amen. Ah? Josette Rachel Bat Simcha. Amen. Doli Mesodi Bat Rubida. Amen. Rosa Bat Donna. Amen. Déborah Bat Isabelle. Amen. Qu'Hachem leur envoie tous. Ah, mais il y a aussi une réfléchissez ici. Le Yael Shira Bat Basel pour Amilai Ishai Ben Fege Gitel Gelila. C'est le mari de Shira qui a été blessé aux jambes. D'accord. Et Shira. Pour le Rav Katz aussi. Pour le Rabbi de Kalov, j'ai déjà dit. D'accord. Donc Hachem leur envoie une réfoua chez les bas. Et à Mavgil Ben Kodesh Ben Metim Lechaim, on va demander que le cours soit dédié à l'Ilou Nishmata de Gisèle, Rzala, Yolande, Bat, Marie. Et aussi mon père Avram Shimon Ben Simcha, il est au Ben Aïcha, Israël Ben Aïcha.